Bonjour, je m'appelle Yann April-Boucher, je suis Startup Manager au sein de l'incubateur de Télécom Paris et vous écoutez Deep, un voyage en immersion dans les profondeurs de la tech. Nous allons découvrir ensemble l'envers des technologies que l'on utilisera tous demain en rencontrant les entrepreneurs qui se cachent derrière les machines. Aujourd'hui, les grandes écoles le savent bien, leurs jeunes diplômés se tournent en grande majorité vers des postes à responsabilité au sein de grands comptes ou de grands cabinets conseils prestigieux. Pourtant, une tendance semble se dessiner au profit de l'entrepreneuriat ou plus simplement de postes structurants dans une start-up ou une entreprise innovante à taille humaine. Mais assiste-t-on à une vraie tendance de fond dans le choix des carrières des jeunes ingénieurs ? Ou bien est-ce un simple effet de mode ? Les Big Four du conseil font-ils toujours rêver les jeunes diplômés ? On en discute aujourd'hui avec deux des trois fondateurs de Cobaye, donc Édouard Panossian et Guillaume Burgot, diplômés de l'École des Ponts et Centrale Supélec. Puis on rencontrera Sandra Romero-Perper, diplômée de Polytechnique et Télécom Paris, qui nous parlera, elle, de ses 20 ans de carrière, notamment au sein d'Orange et AWS. Donc on commence avec toi, Édouard. Donc merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors je le disais, tu es ingénieur des ponts. Tu as été diplômé en quelle année ? J'ai été diplômé en 2011. Alors diplômé 2011 des ponts. Alors, comme tu es cofondateur, tu commences ta carrière tout dans le conseil avant de lancer Cobaye en 2019. C'est ça ? Oui, c'est ça. Alors avant, j'ai fait quand même 2 expériences dans un grand groupe et puis après une grosse PME. Et au final, effectivement, j'ai atterri dans le conseil spécialisé dans l'industrie. Ok, donc raconte-nous un peu comment ça se passe, finalement ton choix de carrière à la sortie de l'école rapidement et ce qui t'amène vers Cobaye en 2019. Ouais. Eh bien, effectivement, en école, j'ai été parti sur une spécialisation plus industrie, gestion de la production, de la logistique, savoir un peu comment fonctionnait l'entreprise. Donc, ça m'intéressait de rentrer dans un groupe industriel. J'ai commencé par Michelin. Pendant 1 an, j'ai travaillé pour eux sur différentes thématiques. Intéressant, le problème que j'avais, c'est qu'effectivement, on avait une sorte de lourdeur du grand groupe qui est inhérente à chaque grand groupe. Et effectivement, je me suis dit, tiens, c'est intéressant peut-être d'aller vers une plus petite structure. Donc, j'ai travaillé après pour une grosse boîte qui faisait des échafaudages, qui faisait de la fabrication puis de la location et vente d'échafaudages pour les industriels. Projet intéressant, mais effectivement, on en fait assez vite le tour. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, essayons peut-être du conseil. Ça peut être intéressant. Conseil très particulier, spécialisé dans l'industrie, pour travailler qu'avec des industriels sur des projets à forte valeur technologique. Ça, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, ça m'a permis effectivement, pendant 5-6 ans, de parcourir différents secteurs, allant de l'industrie aéronautique, l'énergie, le spatial, le naval, enfin voilà, toutes ces thématiques où la France est quand même en pointe et sur lesquelles ça permet justement de voir quelles sont les problématiques industrielles actuelles, spécifiques à un secteur et communes en fait aussi à d'autres secteurs. Ok, donc c'est marrant parce qu'en un peu moins de 10 ans, tu as fait un peu le tour de grands comptes, ETI, conseil. C'est et ça. Donc le déclic en 2019, le déclic pour se lancer et créer sa boîte, parce que donc, toi tu es le CEO de Cobaye, Oui. Que tu as confondé avec Guillaume, avec qui on parlera plus tard, et Théobald qui n'est pas avec nous. Mm-hmm. C'est quoi le déclic pour créer ? Il a été, ça n'a pas été un déclic du jour au lendemain, en fait. C'est plus un parcours où petit à petit, on s'aperçoit de ce qui nous intéresse dans le boulot et ce qui ne nous intéresse pas. Dans le conseil, par exemple, ce qui est intéressant, c'est effectivement la diversité des sujets, le fait qu'on atterrit dans une entreprise où il y a des vraies problématiques et on nous met sur des problématiques qui sont, on va dire, à forte valeur ajoutée pour l'industrie, pour l'entreprise en elle-même. Et donc ça, c'est intéressant de travailler. Le problème du conseil, d'un autre côté, c'est qu'on est là en accompagnement. C'est pas nous qui sommes à l'initiative du projet, c'est pas nous qui lançons et qui choisissons finalement quelle va être la direction de l'entreprise. On fait que des choix et après, c'est à l'entreprise de choisir ce qu'elle a envie. Et moi, ce qui m'intéressait finalement, c'est peut-être mon côté ingénieur, c'est aussi de construire petit à petit, de construire à la fois un projet technologique, mais aussi de construire une équipe avec moi, d'avoir une direction, d'avoir une envie de créer un vrai projet qui va être amené à se développer ensuite. Et du coup, le rôle de tes cofondateurs là-dessus, il joue aussi un rôle, j'imagine, dans la création. C'est parce que tu les Bien rencontres que tu crées. Bien sûr. Seul, honnêtement, moi, je pense que c'est suicidaire d'y aller tout seul en tant que fondateur d'entreprise. Il faut être déjà une équipe, d'être 2-3 qui s'entendent très bien, qui ont la même vision, qui ont envie d'avancer dans la même direction, parce que c'est tellement dur de faire à la fois monter l'entreprise, monter le produit technologique, monter et faire tout le développement commercial
commercial, la communication, seul, je pense que on n'y arrive pas. Donc oui, ça a été un concours de circonstances entre mes envies, mon expérience aussi dans l'industrie, le fait d'avoir compris qu'est-ce qui était commun à l'entreprise, enfin aux différentes entreprises, je veux dire, et aussi des besoins qu'on avait identifiés, et aussi des fondateurs avec qui je travaillais déjà, qui on avait cette sensibilité-là d'entrepreneur. Ouais, vous vous êtes rencontrés au sein de... On s'est rencontrés effectivement au sein de notre ancien cabinet de conseil. Ouais. Ça, c'est des questions qu'on se pose pas mal quand on veut lancer un projet. Ça, les choix des fondateurs, des cofondateurs, c'est des choses assez importantes. Est-ce que tu peux nous faire le pitch de Cobaye, celui que tu fais à tes clients ou tes investisseurs, donc la version vraiment commerciale, quoi? Chez Cobaye, on développe une solution digitale à destination des industriels pour gérer de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus efficace la qualité, la maintenance et le service après-vente. On s'est aperçu que les industriels reposaient sur des quantités astronomiques de données textuelles, industrielles, très compliquées à analyser. Et nous, on leur apporte justement une solution digitale clé en main qui va leur permettre d'analyser et de prioriser et donc de leur libérer du temps pour vraiment résoudre les problèmes qu'ils ont et non pas juste analyser. Ok, ça c'était le pitch un peu commercial. On parlera un peu des aspects techno, parce que derrière tout ça, évidemment, il y a quand même pas mal de techno. On en parlera avec Guillaume tout à l'heure. Au moment où on enregistre, là, on est dans une période économiquement un peu compliquée sur fond de crise sanitaire. C'est quoi l'impact pour vous sur votre métier au quotidien, notamment sur la recherche de vos clients, parce que vous avez des clients industriels en fait? Il y a du positif et du négatif. Le positif, c'est finalement que, étant donné que les gens sont plus en télétravail, ils sont plus proches de leur téléphone, plus proches de leur ordinateur, et quand on arrive potentiellement à plus les contacter. Donc la première approche est plus simple. Ensuite, il y a une telle incertitude au niveau de l'industrie, notamment aéronautique, spatiale même, par exemple, que ils trouvent potentiellement le sujet très intéressant, mais la question c'est, attendez, on va attendre un peu, voir comment ça se passe, comment ça se tasse, et puis ensuite on revient vers vous pour travailler. Donc il y a ces deux optiques qui sont qui un peu antagonistes. C'est on est super content de vouloir de voir de nouvelles solutions, mais on veut attendre un petit peu avant de prendre des décisions concrètes pour l'entreprise. Donc il y a cette position un peu attentiste qui quand même se lève chez certains industriels, hein. C'est pas tous, mais c'est souvent le premier réflexe qu'on a. Oui, je comprends. Et du coup, toi, c'est cette période, d'un point de vue personnel, cette période un peu de doute, de flottement, qui peut arriver à d'autres moments d'ailleurs dans la vie d'une entreprise. Tu le vis comment en tant qu'entrepreneur? Parce que tu t'es lancé il n'y a pas longtemps, tu étais dans une carrière qui était peut-être tracée différemment. D'un point de vue personnel, tu le vis comment ça? Plutôt bien, dans le sens où je m'étais dit que ça allait nous arriver des choses comme ça. Alors, pas le Covid, évidemment, mais des hauts, des bas. J'avais parlé, évidemment, avec pas mal d'entrepreneurs qui me disaient, justement, la vie d'un entrepreneur, c'est fait de gros bas et de très gros hauts, et que ça oscille tout le temps. Alors, c'est vrai que sur cette partie commerciale, c'est un petit peu plus compliqué pour l'instant. On en profite pour mieux affiner notre produit, pour mieux travailler d'autres aspects, et du coup pour préparer finalement justement le rebond qui va s'opérer juste après. C'est un bien pour un mal en fait. Jamais à aucun moment tu regrettes ce choix d'être devenu entrepreneur? Vaut mieux pas. Ça viendra peut-être, hein, je sais pas. Ça fait 1 an et demi qu'on s'est lancé. Il y aura peut-être ce moment de doute, hein. Mais pour l'instant, on est tellement à fond et on a tellement plein de projets finalement que même un côté un peu négatif ne remplace pas le côté positif qu'il y a derrière. Écoute, je te remercie. Merci Edouard. On parlera en partie 3, je le disais, de la techno de Cobaye. Et je vais me tourner vers Sandra qui est à côté de toi. Sandra, je le disais rapidement au début, mais je pense que tu vas nous en dire un peu plus sur ton parcours. Donc tes 20 ans de carrière, notamment chez AWS, Orange. Est-ce que tu peux nous faire en quelques minutes un peu se dérouler, le choix que tu as fait à la sortie de l'école et voilà, ta carrière un peu en 2 mots? Alors moi, en sortie d'école, comme tu disais, je suis diplômée de Télécom Paris après à Polytechnique, et j'ai choisi un petit peu la voie de tout droit devant en fait. Orange, leader dans les télécoms,
télécom, arrivée du mobile, je me suis dit que c'est là où j'allais apprendre le plus de choses. Et de même que certains se tournent vers le conseil pour la variété des carrières et de ce qu'ils peuvent y apprendre, moi je me suis dit que dans un groupe comme Orange, il y aurait forcément plein de choses à apprendre. Et en effet, pendant 15 ans, dans une logique très intrapreneuriale, j'ai travaillé sur des business émergents, j'ai travaillé sur des projets de transformation. Toujours, on partait de pas grand-chose et j'ai structuré des projets pour les amener vers la croissance. Donc, je travaillais sur les MVNO, je travaillais sur les relations entre les opérateurs à chaque fois. Par exemple, à l'avènement de la 3G, travailler sur l'interopérabilité visio. Alors, ça peut paraître un peu obsolète maintenant, hein, mais il faut voir que c'était il y a 15 ans. J'ai travaillé sur le Web 2.0, à l'époque de l'innovation d'Orange, où on se disait qu'il fallait trouver des relais de croissance en dehors de la vente du réseau. Donc, on a essayé des tas de choses. C'était le début de Facebook. On a essayé des modèles de communauté. On a essayé des services de freemium. On s'est un peu cassé la tête d'ailleurs sur le modèle, le billing, comment faire orchestrer tout ça. Et puis, dans les sujets de transfo, je travaille sur le B2B chez Orange en France, où on a transformé le réseau de partenaires revendeurs. Des offres OBS en France, dans une logique d'optimisation en fait, des dépenses d'Orange, tout simplement. Donc voilà, donc à chaque fois, une feuille de route assez claire, une vision au départ de là où on voulait aller, et puis l'exécution voilà, d'une croissance, d'une transfo. Donc ça m'a occupé 15 ans. J'avais touché donc à pas mal de domaines, wholesale, innovation, B2B. J'ai souhaité toucher un autre domaine qui me semble encore aujourd'hui un élément clé de la croissance des entreprises d'aujourd'hui, c'est le cloud. Et j'ai eu la chance de rentrer chez AWS, encore une fois, dans une logique de création de projets, puisque j'ai monté la première équipe worldwide d'ingénieurs support. Alors, pas la première équipe d'ingénieurs support, heureusement, mais basée dans le pays, qui parle la langue du pays où sont les clients. Donc ça avait pour objectif de vraiment se rapprocher des clients français pour favoriser l'adoption du cloud en France. Il y avait peut-être un petit retard par rapport à l'adoption en 2016 et une volonté de faire croître ce pays avec gros potentiel, avec des industries fortes, comme le disait Édouard, avec quand même cet écosystème de start-up qui commençait déjà à être bien développé. Donc voilà, volonté de se rapprocher des clients et avec un service technique, un service support technique, de les aider à onboarder sur la plateforme. Et c'est vrai qu'on a eu des belles réussites de start-up ou de plus gros groupes qu'on a accompagnés vers cette transformation digitale, vers le cloud. Alors, c'est resté au stade de pilote parce qu'on avait d'énormes difficultés en fait en termes de recrutement et de croissance d'équipe et de perspectives pour l'équipe parce qu'on avait des jeunes ingénieurs qui étaient très diplômés et très forts et très bons, vraiment des gens très bons qui se formaient à AWS et qui du coup étaient pas mal chassés à l'extérieur qui partaient facilement. Voilà. Donc énormément de mal à faire grossir cette équipe, à garder une dynamique autour du support, et donc on a décidé de rapatrier la langue, les langues en général dans les sites support existants. Et c'est vrai que dans tous les pays où il y a des sites support Amazon, AWS en tout cas, on peut trouver des personnes qui parlent d'autres langues que l'anglais. Donc voilà. Et alors à ce moment-là, donc ça faisait 18 ans que je travaillais non-stop, multinational, projet, exécution. Quand tu dis à ce moment-là, c'était quand ? C'était l'année dernière, en début d'année 2019. Et j'ai eu un peu ce questionnement dans tout ça, où est ma valeur, qui je suis vraiment, qu'est-ce que j'ai réalisé, ça c'est sûr, des réalisations j'en ai sur mon CV, puis dans la construction de la professionnelle que je suis aujourd'hui. Mais j'ai eu vraiment besoin de prendre un petit temps de recul pour me dire, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apporter, et pas seulement à des entreprises, mais peut-être même au niveau sociétal ou au niveau manière de vivre. Et donc, d'abord, j'ai pris un petit break, parce que j'ai un petit garçon qui était encore petit à l'époque, il avait 3 ans. Donc, je me suis un peu occupée de lui, c'est vrai, parce qu'avec Amazon, les voyages, c'était pas toujours facile de garder un équilibre vie pro, vie perso.
Et puis, j'ai décidé que oui, j'avais beaucoup contribué à des projets et dirigé des projets naissants, fait croître des business, créer des choses, et que j'avais envie de me rapprocher de ceux qui créent par eux-mêmes. J'essaye de me rapprocher des plus grosses structures qui ont commencé à lever des fonds, etc. Parce que dans une optique où ils ont besoin de scaler, moi, je peux leur apporter cette structuration, je peux les aider à recruter, je peux leur mettre des process. Voilà, donc je suis dans cet écosystème de start-up que la période, tu en parlais tout à l'heure, la période n'est pas forcément très propice à cette ouverture des gens, hein. Pas mal de gens qui sont un peu conservateurs. Après, cet écosystème de start-up dont tu parles, il s'adapte facilement aussi. Hein, donc, mais justement, c'est bien que tu en parles parce que cet écosystème, il n'existait pas tel qu'il est il y a 20 ans. Donc toi, tu nous as un peu résumé ce que tu as pu faire pendant ces 20 années et c'est assez complémentaire de ce qu'on a entendu avant. Donc, c'est très intéressant en termes de choix. Mais est-ce que tu as une idée sur tes collègues de promo de l'époque, où ils sont aujourd'hui et ce qu'ils font? Est-ce qu'eux aussi ils se posent des questions sur... ou est-ce que finalement leur carrière elle est toute tracée? Ils sont tous dans des grands comptes, dans des grands cabinets de conseil. Tu as un peu une idée là-dessus? Alors, on a démarré dans les grands groupes. Parce que quand on a en France, hein, c'est vrai que c'est une société où il y a encore beaucoup la culture du diplôme, etc. Donc quand tu as un diplôme, tu rentres en gros dans les fleurons de l'industrie. Il ne faut pas se leurrer. La porte est ouverte. Il y a des dizaines, pour chaque école d'ingénieurs, des dizaines de postes ouverts dans les grands groupes français, leaders dans leur secteur, etc. Donc les jeunes diplômés à mon époque, on ne se posait pas trop de questions, on arrivait à se faire embaucher, donc soit dans les fleurons de l'industrie, soit dans les boîtes de conseil, avec cette optique de on va apprendre, on va se diversifier, on n'en connaît pas encore. Je crois qu'il y a un point important dans mon analyse, c'est qu'à l'époque, on avait appris beaucoup de choses, hein, au niveau théorique dans les écoles, on en apprend toujours, et c'est important d'avoir les bases scientifiques, technologiques, d'ingénierie et de gestion de projet qu'on apprend là-bas. Mais finalement, l'information, on la trouvait beaucoup dans le faire et dans les gens d'expérience. Donc on se disait, il faut qu'on acquiert de l'expérience avant de pouvoir faire autre chose. Il y a un truc pour moi qui a vraiment changé le mindset des étudiants, c'est qu'aujourd'hui, déjà, on apprend beaucoup plus facilement grâce à Internet, en fait, grâce à la digitalisation. En fait, aujourd'hui, si tu veux te former à un truc, que ce soit une technologie, un code, un service, tu as des tonnes de MOOC, tu as des tonnes de webinaires qui sont disponibles. Et il y a une facilité d'accéder à l'information et d'accéder à la connaissance qu'il n'y avait pas à l'autre époque. Moi, je vous dis ça, il y a 20 ans, Internet, ça commençait, on faisait du mail. Il y avait des gens qui commençaient à avoir des sites web, c'était absolument génial, on se passait des plaquettes papier et c'était actualisable plus facilement. Mais on n'avait pas encore toute cette puissance collaborative du web, en fait. Et je pense que du coup, ça a pas mal changé les mentalités des jeunes d'aujourd'hui, parce que déjà aussi, ça ouvre énormément sur ce qui est possible de faire et sur ce qui existe. Et une fois qu'on a cette vision, ça crée aussi de la créativité, ça crée l'innovation, parce que le fait d'avoir autant de connaissances, on appréhende beaucoup mieux ce qui manque, où ça génère beaucoup plus d'idées. Et ce foisonnement de start-up qu'il y a aujourd'hui, sans Internet, je ne vois pas comment ça aurait été possible. Mais sur ces gens qui justement, ces jeunes qui se lancent directement, en effet, ils ont accès à pas mal de choses, c'est plus facile pour eux de se lancer. Tu penses pas qu'il va leur manquer potentiellement quelque chose en termes d'expérience, de formation? Alors évidemment, tu dis c'est une question de profil aussi, hein, mais est-ce que tu pourrais pas soit aussi recommander à un jeune qui sort d'école d'aller se former chez un grand compte avant de lancer sa boîte? Pas forcément, mais moi je pense que ce qui est très riche, c'est la diversité. Et donc ces jeunes qui se lancent, ils ont des tas de gens comme moi, des collègues, des gens qui ont de l'expérience, qui sont prêts à faire du mentorat, qui sont prêts à accompagner des jeunes, qui sont prêts à, que ce soit financièrement ou juste sous la forme de conseils. Ils ne peuvent pas avoir toutes les clés de la réussite en main, et il y a des gens qui sont déjà cassé le nez sur des choses avant eux. Donc moi, le conseil que je peux donner, c'est entourez-vous, prenez des conseils, regardez, ceux qui ont de l'expérience, pas seulement dans exactement ce que vous faites, mais plus généralement de l'expérience opérationnelle, de l'expérience de management. C'est pareil, l'intérêt de créer une boîte, c'est aussi de créer des équipes, d'arriver à fédérer des gens autour d'un projet. Ça, le management, ça s'apprend. Ça s'apprend, il y a des très bonnes écoles pour ça, mais il y a aussi
avoir du feedback et être coaché et avoir le regard de gens qui ont de l'expérience. Donc entourez-vous, continuez à rester ouvert, ne vous enferrez pas dans une idée parce qu'il y a une phrase que j'aime bien qui est de dire que le danger quand on a une idée, c'est d'en avoir qu'une. Donc gardez toujours cette ouverture et cette ouverture à la diversité. Ok, je pense qu'on va finir là-dessus. Sandra, je te remercie beaucoup pour ces conseils aussi pour ceux qui nous écoutent. Et on va se tourner à nouveau vers Cobaye et Guillaume pour parler un peu de tech. Oui, bonjour. Alors, Guillaume, je t'ai présenté rapidement tout à l'heure sur diplômé de Centrale Supélec, je l'ai dit, mais tu vas quand même nous résumer un peu ton parcours rapidement avant de parler un peu de la techno de Cobaye. D'accord, alors donc Guillaume Burgot, je suis cofondateur de Cobaye et effectivement j'ai étudié à Centrale Supélec, c'est là que j'ai fait ma formation d'ingénieur. Donc j'étais spécialisé moi en électronique et traitement de l'image particulièrement. C'est là-dedans que j'ai commencé à travailler en fait et je me suis intéressé au texte que plus tard, donc j'ai commencé par faire du traitement d'image pour une start-up et après ça j'ai eu envie de m'ouvrir un petit peu parce que je trouvais que donc à Centrale Supélec j'avais étudié beaucoup de matières très scientifiques on va dire sans faire trop de business, de RH ou de choses comme ça. C'est là que j'ai fait une formation au Collège des ingénieurs, cette formation je l'ai en commun avec Edouard d'ailleurs. Donc un peu plus business, entrepreneuriat, etc. Et donc j'ai eu envie de m'ouvrir encore plus en allant découvrir un petit peu différents domaines. Donc c'est ce qu'on disait sur le conseil, d'aller voir différentes entreprises industrielles, dans l'aéronautique, dans le BTP, dans le naval, les télécommunications navales. Et donc j'étais dans ce cabinet de conseil, c'est là que j'ai rencontré Edouard et Théobald. J'ai travaillé sur des problématiques notamment de maintenance, de non-qualité dans l'industrie. Et c'est un peu ça qui a engendré l'idée de Cobaye, c'est de voir comment les industriels traitaient leur qualité et les difficultés qu'ils avaient à gérer cette quantité importante de données textuelles, qu'ils arrivaient très bien à considérer au jour le jour. C'est-à-dire les rapports, quand ils arrivent un par un, on peut les lire, on peut prendre le temps de les analyser. Par contre, dès qu'on parle de masse importante, de texte, et surtout pour faire des analyses un peu chiffrées dessus. Une fois que le rapport est passé et qu'on l'a traité, on a beaucoup de difficultés à revenir dessus et à se dire ce problème est arrivé tant de fois sur telle chaîne, par exemple. On a tous les papiers qui sont là, mais il faudrait tous les réétudier pour arriver à en tirer quelque chose. Toi, te lancer dans l'entrepreneuriat, finalement, c'était quelque chose que tu avais aussi en toi depuis longtemps, ou est-ce que tu as saisi l'opportunité avec les rencontres d'Edouard, de Théobald, de te lancer dans le truc, ou est-ce que comment ça s'est passé? Alors, en sortant de Supélec à l'époque, Centrale Supélec maintenant, pas du tout. Moi, j'étais très scientifique, plutôt la technique. C'est pour ça que je m'intéressais. Enfin, j'avais deux aspects. J'étais plutôt intéressé par de la technique et aussi avec un côté très concret. Donc, c'est pour ça que le traitement d'image, ça me plaisait bien parce qu'on voit ce qu'on fait. Souvent en traitement d'image, qu'on voit un peu moins dans d'autres domaines. Et puis j'ai fait cette formation au Collège des ingénieurs et j'ai compris que j'avais effectivement un intérêt vers ces domaines de l'entrepreneuriat, mais à l'époque il me manquait deux choses, une bonne idée et des personnes avec qui la faire. Et donc ça, c'est arrivé quand j'étais après chez Avencor, le cabinet de conseil dans lequel on était ensuite, où en fait j'étais confronté à des problématiques sur ces questions de non-qualité, où j'ai fait un peu appel au savoir que j'avais déjà sur le traitement de la donnée, donc de l'image, mais que j'ai adapté un petit peu pour faire des premiers traitements de données textuelles à l'époque, parce que ça me permettait d'aller plus vite sur des sujets. Et après, on a commencé à en parler un petit peu et à voir qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus et est-ce qu'on pouvait pas automatiser tout ça un peu plus, le packager, etc., pour arriver à une solution où on permettrait effectivement de prioriser, de dégager des tendances dans ces données textuelles qui, au départ, sont assez peu traitables informatiquement. Tout à l'heure, avec Edouard, on a eu le pitch commercial de Cobaye. On a compris que tu es un peu la partie tech, le geek de l'équipe. Est-ce que tu peux nous faire la version, le pitch un peu geek, celui qui donne envie aux devs de vous rejoindre? C'est quoi la techno derrière Cobaye? Alors, juste sur Cobaye, au début, on codait tous les trois. Et maintenant, moi, je suis effectivement CTO, donc je suis plus sur la partie algorithmique et des serveurs, par exemple. Là où Edouard touche encore à la techno d'un côté plutôt web développement, et Théobald, il y comprend pas rien non plus. Donc, on sait
tous un petit peu de quoi ça parle. Chez Cobaye, le défi technique auquel on répond, c'est la clusterisation non supervisée. En fait, le principe, c'est que quand on arrive chez nos clients, une des choses sur lesquelles on va pouvoir montrer qu'on peut apporter vraiment de la valeur, c'est leur dire, vous voyez, vous avez toutes ces données textuelles, et si on les regarde comme ça, il faudrait s'amuser à toutes les lire pour pouvoir comprendre ce qu'il y a dedans. Nous, on vous permet de dégager des grandes thématiques, de dégager des tendances et de comprendre ce qu'il y a dedans sans avoir besoin de faire de la classification préalable, puisque l'intelligence artificielle, la chose dans laquelle elle est la plus facilement applicable et la meilleure actuellement, c'est faire de la classification, puisqu'en fait, on ne fait jamais que répéter des exemples. On donne suffisamment d'exemples, on s'assure qu'il n'y ait pas d'overfit en réglant un peu nos modèles et en faisant des jeux d'entraînement et de tests. Mais la classification, c'est entre guillemets plus facile que les autres tâches puisqu'on a une réponse et donc on sait par rapport à quoi on veut s'évaluer. Chez Cobaye, ce sur quoi on se penche vraiment, c'est la clusterisation non supervisée. Donc on a des documents, on ne sait pas ce qu'il faut en faire au départ et on va essayer avec des moyens un peu détournés de se rapprocher d'une classification ou d'avoir d'autres métriques. Enfin voilà, c'est un sujet qui est assez vaste et assez compliqué. Et pour ça, on se base sur 2 types de technos différentes. On fait pas mal de NLP, donc de traitement de données textuelles avec des transformers, des choses dont on entend pas mal parler, BERT, etc. Et on package tout ça grâce à des graphes sémantiques qui nous permettent de dégager des proximités entre les différents documents qu'on analyse et ensuite de faire de la clusterisation sur ces graphes. Enfin, c'est nos 2 grands outils, c'est ça, des graphes sémantiques et des modèles d'intelligence artificielle de compréhension du langage. De NLP, donc tu peux nous définir en 2 mots le NLP pour vraiment les néophytes, mais aussi pour ceux qui connaissent un peu et qui ont envie de... Donc en 3 mots, c'est Natural Language Processing. Et pour en dire un petit peu plus, c'est jamais que le traitement des données de type texte par des modèles informatiques. En informatique, on sait bien qu'il faut finir par se ramener à des 1 et des 0. Donc quand on a du texte, si vous voulez, quand vous avez une image, c'est jamais qu'un tableau de nombres en fait. Donc c'est assez facile de la convertir en nombres, c'est déjà fait, chaque pixel a une valeur et du coup il suffit de prendre le tableau et d'en faire des opérations. Pour le texte, il y a une opération en plus qui est de transformer les mots en quelque chose qui soit compréhensible ou sur lesquels on puisse faire des calculs. Donc il y a toute une partie de transformer ces mots en vecteurs. Et ça c'est la première étape du NLP, et après il y a des modèles qui sont spécifiques au NLP qui vont traiter ces vecteurs qui sont un peu particuliers, ça ne va pas ressembler à des vecteurs d'image bien sûr, pour en faire d'autres applications. Nous, ce sur quoi on travaille principalement, ça va être des similarités. Donc l'idée, c'est on a un modèle qui représente, un vecteur qui représente un document, un vecteur qui représente un autre document. Et l'objectif, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut les relier le plus fidèlement possible. Bien sûr, après, ça correspond à des analyses du texte qui est à l'intérieur, mais en fait, au départ, c'est des comparaisons de vecteurs. Et puis, on va avoir aussi de la classification, par exemple, ce qu'on fait. Tout à l'heure, j'expliquais qu'on faisait de la clusterisation non supervisée. Donc ça, c'est la première tâche qu'on fait, ce qui nous permet d'arriver chez un client et de lui dire, voilà, les grandes thématiques dans votre jeu de données, c'est ça. Par contre, après, ça va être intéressant pour nous de se ramener à de la classification, puisque c'est toujours un domaine sur lequel on peut être pertinent. Donc en fait, on arrive chez un client, on crée la clusterisation. Donc là, on a des premières thématiques. Ensuite, on travaille dessus avec lui et en fait, il travaille dessus sans forcément s'en rendre compte au jour le jour à l'amélioration de cette clusterisation en disant en fait, cette thématique-là, elle me plaît pas, cette chose-là ne va pas dans cette thématique-là, etc. Et puis après, du coup, nous, on est capable de faire de la classification sur les nouvelles données qui arrivent en disant, voilà, si on est dans un cas de maintenance, par exemple, on va avoir analysé que il y a telle thématique de maintenance, telle thématique de maintenance. Donc, je sais pas, une pompe cassée, par exemple, c'est une typologie de problème. Et lui va nous dire, non, ce problème-là ne va pas là, il va dans un autre. Donc on va apprendre ça avec un modèle de classification et après on va être capable de continuer à traiter les nouvelles données arrivées pour les ranger dans les bonnes classes. Ok, je te remercie. Donc tout ça, ça fait un peu partie des technos de ce qu'on appelle aussi l'intelligence artificielle, qu'on entend un peu partout. Ma dernière question que je pose à chaque fois à mon dernier invité, c'est quoi pour toi la vraie révolution technologique de ces dernières années ou du futur qui va vraiment changer notre quotidien et à l'opposé, est-ce qu'il y a des choses qui sont apparues d'un point de vue tech dans ces dernières années qui sont un peu tendancieuses, qui peuvent te faire peur? Ça peut être de la génétique, du clonage, etc. Enfin, on a plusieurs réponses déjà. Voilà. Qui peuvent me faire peur. C'est assez compliqué comme question. Sur les déceptions,
J'entendais parler récemment de l'Hyperloop. J'ai l'impression que c'est quand même une assez grosse déception d'un point de vue technologique, alors que c'est une idée qui datait et qui finalement a été un peu remise au goût du jour, mais ça a l'air d'être un goût financier de pas avoir... L'Hyperloop, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est un modèle de transport ultra rapide d'un point A à un point B à plus de 1000 km/h, une sorte de fusée sur Terre qui va très très vite. Voilà, ça c'est la promesse, c'est censé être pas cher, etc. Mais en fin de compte, ça a pas l'air ça a l'air très cher et ça a l'air très compliqué et pas forcément beaucoup mieux qu'un train. Donc ça, voilà, c'est une déception technologique. Quelque chose qui va révolutionner le futur, c'est assez compliqué. J'espère que Cobaye sera une petite révolution en soi. Non, je pense que ce qui est intéressant, en tout cas dans le deep learning, ça serait tout ce qui est de la question de l'apprentissage non supervisé, justement. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, on arrive très bien à répliquer des tâches sur lesquelles on connaît des réponses, on a des systèmes de scoring quelconques pour savoir où est-ce qu'on se trouve et est-ce qu'on a fait mieux que la fois précédente. Maintenant, la question, c'est plutôt, côté traitement d'image, comment un modèle pourrait apprendre lui-même à reconnaître des choses qu'il n'a jamais vues, et côté analyse du langage, c'est pareil. En fait, pour nous, ce qu'on fait en ce moment, ça serait intéressant d'être capable de dégager des thématiques comme le ferait une personne juste avec sa culture arrivant face à un sujet. En fait, on n'arrive pas encore à être aussi pertinent, bien sûr, qu'une personne qui aurait la culture de l'entreprise, qui saurait exactement quels sont tous les problèmes de l'entreprise et tous les textes qu'elle lit, les interpréter avec sa culture et ses connaissances. Ouais, la machine est encore loin de l'humain sur ces sujets-là, mais je vous remercie à tous les trois pour votre intervention. Depuis quelques années, on se rend compte en observant les choix de carrière des ingénieurs, des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, que les lignes ont bougé. Et on est passé d'une ultra-dominance des grands groupes et des grands cabinets conseils qui se partageaient volontiers la majorité des diplômés à un système largement plus varié. Entre ceux qui, on l'a vu dans l'épisode précédent, choisissent d'entreprendre pendant leurs études, ceux qui se lassent après 10 ans de conseil, et d'autres qui vont décider de mettre à profit une expérience acquise dans les grands comptes du CAC 40 pour les mettre au profit de structures plus jeunes. On assiste à une vraie petite révolution des mentalités de nos ingés, une révolution qui se fait parfois sur le tard. On pourra le voir dans un prochain épisode de Deep. Je vous dis à très bientôt.